Grand A, le monde rural, permanence et dynamique. Petit a, une société paysanne encadrée, inégalitaire et sous pression fiscale. Alors, cette pyramide, on va la retrouver régulièrement au cours du diaporama. Alors, cette pyramide, elle correspond à la pyramide de la société de ce XVIIe et XVIIIe siècle. Vous voyez que la majeure partie de la population, donc, est constituée du tiers-état, qui est en vert. Vous avez la noblesse en rose et le clergé en bleu. Vous avez à l'intérieur de la partie, donc à l'intérieur de la partie ici de cette pyramide, vous avez des flèches vertes et ces flèches vertes correspondent à l'élévation sociale. C'est-à-dire un mendiant, un vagabond peut devenir ouvrier agricole, c'est ce qu'on appelle un journalier. Il peut ensuite devenir paysan moyen, paysan riche, bourgeois d'office et de marchandises, et quelques-uns parmi eux peuvent aller vers la moyenne et petite noblesse. De même, dans l'autre sens, un errant peut devenir domestique, artisan, bourgeois, et de la même façon, moyenne et petite noblesse. Et ils sont très peu à pouvoir devenir dans ces bourgeois, moyenne et petite noblesse, mais vous le voyez, il y a une barrière sociale. C'est-à-dire les curés et les moines ne peuvent pas devenir cardinaux, évêques et abbés, et petite et moyenne noblesse ne peuvent pas devenir princes et noblesse de cour. Donc il y a une barrière sociale qui bloque l'ascension sociale. Donc, je vais une description générale de cette partie, de cette pyramide sociale. On la retrouve régulièrement. Alors, ce monde rural est un monde majoritairement inégalitaire. Alors, vous retrouvez ici la diversité de la condition paysanne au XVIIe siècle. C'est un tableau de Louis Le Nain. On l'appelle repas de campagne. En 1, vous avez un homme aisé et son fils, donc juste derrière lui. Peut-être le propriétaire citadin de la ferme. Un paysan et sa femme en 2, donc dans cette partie-ci, ici. Donc un paysan et sa femme, peut-être un laboureur. Les laboureurs dans cette société du XVIIe et XVIIIe siècle, ce sont des paysans plutôt riches. Et puis vous avez un personnage en 3, très humble, et son fils, peut-être un journalier ou mendiant venu chercher du travail. Alors on repère les différences sociales, bien évidemment, aux habits et aux chaussures. Vous voyez que ici on en est démuni. Pardon. Ici, non, on a des chaussures. Ici, un col blanc, on est nettement mieux habillé. Mais là, vous voyez qu'il y a quand même des accros pour ce laboureur. Mais il y a un chien, là, qui apparaît quand même. Donc, une petite certaine richesse. Il a un couteau, c'est lui qui coupe le pain. Donc, il est très clairement le plus élevé. Et celui-ci, l'enfant, joue d'un instrument de musique. Donc vous voyez très clairement qu'il est supérieur aux deux autres. Donc la proportion de la population rurale entre 1600 et 1800 stagne autour de 80%. En 1780, on compte 22,3 millions de ruraux et 5,8 millions de citadins. Cette population rurale est constituée en majorité de paysans aux situations sociales contrastées. C'est ce qu'on vient de voir. Journaliers pauvres et dépendants, les laboureurs plus ou moins importants en fonction des terres qu'ils possèdent. Dans une moindre mesure, les campagnes comptent des membres du clergé, curés de paroisse, moines, et une petite et moyenne noblesse, on les appelle les hobereaux, H-O-B-E-R-E-A-U-X, et la grande noblesse est citadine. Alors, l'encadrement seigneurial se perpétue. Alors, c'est un héritage de la société féodale médiévale. Dans la majorité des cas, le seigneur est un membre de la noblesse ou du clergé, c'est-à-dire que ça peut être une abbaye. Cependant, de plus en plus de bourgeois acquièrent des seigneuries, sauf les régions d'Alleus, A-2-L-E-U-X, c'est-à-dire là où on a des terres libres, le seigneur a la propriété des terres. Il en garde une partie, ce qu'on appelle le domaine ou réserve. Donc vous avez ici le château et les terres
donc que l'on appelle domaine ou réserve, et concède le reste à des paysans. Donc ici, la partie que l'on concède aux paysans, c'est ce qu'on appelle les tenures. En échange, ces derniers doivent payer des impôts, le cens, et des taxes d'usage, les banalités, donc droit d'utiliser le four ou le moulin seigneurial par exemple. Le seigneur rend aussi la justice locale. Donc vous le voyez ici, les impôts qui correspondent à chaque partie du royaume. Donc le village et à la communauté d'habitants, c'est la répartition de l'impôt direct. On doit à la paroisse la dîme. Et à la seigneurie, on doit l'impôt direct, le cens, c'est ce que nous venons d'évoquer. Et on doit les impôts indirects, la taxe sur le four banal ou le moulin banal. Ensuite, on a les impôts royaux, les impôts directs comme la taille, dixième, capitation, vingtième, et les impôts indirects comme la gabelle, la traite, les aides et la corvée royale. Alors, l'encadrement royal se renforce, l'autorité royale progresse. Cela se traduit par une hausse et une multiplication des impôts directs. Donc, le montant de la taille, par exemple, que nous avions ici, le montant de la taille passe de 17 à 54 millions de livres entre 1610 et 1648. Ça correspond aussi à la guerre de 30 ans. Il y avait des besoins pour la guerre. À cela s'ajoutent les impôts indirects, donc la très impopulaire gabelle, l'impôt sur le sel. Alors le sel, ils en ont besoin parce qu'ils ont besoin du sel pour pouvoir conserver la viande, les poissons. Pour lever ces impôts, l'État royal renforce son réseau de fermiers et traitants, donc personnes chargées d'avancer les sommes d'impôts au roi, puis de les prélever sur la population. Rappelez-vous du chapitre sur la France du XVIIe, XVIIIe siècle, l'État. Les communautés d'habitants des villages décident de la répartition de l'impôt en fonction des sommes à payer. C'est notre dernière partie ici.